Volvo EX30, beaucoup ont fantasmé sur cette voiture qui est vraiment magnifique. En plus, c'est une Volvo entre guillemets pas très chère puisqu'elle démarre autour de 40 000 € en 100% électrique avec une assez bonne autonomie. Beaucoup d'équipements, on va le voir, notamment Android Automotive. Alors bien sûr, ici, c'est pas une vraie Volvo, diront certains, puisqu'elle est basée sur la plateforme de Geely, le constructeur chinois, à qui on doit également la plateforme de la Smart, #1, #3, chez Zeekr aussi. Mais on va voir que ça apporte aussi pas mal d'atouts à cette voiture. Il y a aussi des bugs et on en a rencontré pas mal, donc vraiment cet essai, si vous comptez acheter cette voiture, suivez-le bien jusqu'au bout puisqu'on a fait plus de 2000 km sur route, sur autoroute, en ville. Les amis, c'est parti pour l'essai du Volvo EX30. Bon, en termes de look, c'est vrai que je la trouve absolument magnifique, surtout avec cette signature lumineuse à l'avant, on la reconnaît tout de suite. Et puis on dirait un peu un mini XC40 avec ce côté un peu biton. Ils ont repris aussi les couleurs, de profil aussi, avec les jantes qui sont vraiment aux extrémités. Et l'arrière aussi est très réussi, un petit peu plus classique pour du Volvo. Mais vraiment, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, mais je comprends que les gens craquent sur ce véhicule. Alors ici, on est sur le segment des SUV compacts. Regardez la longueur, on est à 4,23 m, c'est vraiment pas long du tout. On est à 1,87 m de large sans les rétros, donc un véhicule quand même assez large, on l'a vu là dans les petites rues de Clermont-Ferrand, 1,55 m de haut, ça c'est plutôt pas mal pour l'efficience. Par contre, il fait quand même 1800 kg, 1,8 tonne pour un petit SUV électrique comme ça, c'est assez lourd, mais Volvo a rarement su faire des voitures légères. Alors regardez-moi ces belles jantes de 20 pouces qui sont aux 3 quarts pleines, ça c'est pas mal pour l'efficience. Alors par défaut c'est du 18 pouces, donc ce que je vous conseille c'est mieux pour la suspension, mieux pour l'efficience, mais on va le voir ici, il s'en sort pas si mal. On a une belle garde au sol aussi, 17 cm, là on est allé sur les petits chemins, c'était vraiment pas mal. On a aussi un diamètre de braquage qui est correct, on est autour de 11 mètres, donc voilà, comme la voiture est courte, vraiment en ville, il n'y a pas trop de soucis. Regardez, je me relève ici pour vous montrer ces incroyables rétroviseurs affleurants. Alors ça c'est très design, mais c'est aussi bon pour l'efficience. Et justement, l'efficience de cette voiture, le CX, est à 0,28. Alors vous allez me dire, c'est pas terrible, oui, mais pour un SUV comme ça, c'est pas si mal, hein. Il y en a qui font pas beaucoup mieux. Alors je vais vous montrer la clé de Volvo. Moi je trouve ça très bizarre d'avoir fait une clé physique sans bouton. Vous pouvez pas ouvrir le coffre, vous pouvez pas ouvrir la voiture à distance. Vous êtes à côté de la voiture, vous pouvez pas l'ouvrir, donc c'est un petit peu bizarre. Donc c'est une clé qu'on va mettre dans la poche. On va venir ouvrir ici la voiture. Mais regardez, ils ont mis un capteur que sur la porte avant gauche. Si vous arrivez de l'autre côté, vous pouvez pas ouvrir la voiture. C'est quand même assez fou. Alors il y a une option qui permet d'avoir la voiture qui s'ouvre quand on s'en approche, qui se ferme quand on s'en éloigne, mais ça ne marche pas à tous les coups. On a eu pas mal de bugs, donc si vous voulez forcer le verrouillage, c'est ici, donc toujours que côté conducteur. Bien sûr, on va avoir de la clé sur téléphone, ça va arriver un petit peu comme chez Tesla en Bluetooth, donc a priori ça va être quand même beaucoup plus simple. Et puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a une application sur le téléphone qui permet déjà de verrouiller, déverrouiller, mais bon, ça passe par le réseau, faut ouvrir l'application, c'est de façon active, donc tout ça ne fait pas très sérieux. Il y a des clients qui ont cette voiture depuis plusieurs mois, et j'avoue qu'au quotidien, c'est vraiment pas pratique. Alors je vous montre aussi cette petite carte façon Tesla qui permet d'ouvrir la voiture en la plaçant sur le montant, donc ça c'est à garder toujours dans son portefeuille au cas où. Regardez, problème récurrent que j'ai avec cette EX30, j'ai bien la clé, impossible d'ouvrir la porte, donc c'est casse-pied, je peux pas ouvrir la porte arrière non plus. Donc ici je suis obligé d'aller à la porte avant, qui est la seule à avoir, regardé, un petit capteur. Donc là ça marche tout de suite évidemment. Et pour ceux qui me croient pas, parce que j'ai fait une vidéo déjà, regardez, j'ai bien le réglage verrouillage de proximité, donc il est censé se verrouiller et se déverrouiller. J'ai bien aussi toutes les portes et pas uniquement la porte conducteur, donc il n'y a aucune sécurité. Donc ce truc là, de temps en temps, enfin assez souvent, ça ne marche pas, donc vous pouvez pas ouvrir les portes ici quand vous êtes devant, et c'est vraiment casse-pied. Allez, on ouvre le capot. Est-ce qu'il y a un frunk dans cette EX30 ? Écoutez, la bonne nouvelle, c'est que déjà, il n'y a pas de petites tirettes. Et surtout, regardez ici, on a un frunk. Alors, il est tout petit. Voilà, il fait quelques litres. Et honnêtement, on ne peut pas mettre un Cap T2, sauf à en acheter un vraiment tout petit. Ce qu'a fait Smart, d'en livrer un vraiment adapté ici. Et c'est dommage parce que nous, les câbles, là, ils sont dans le coffre. On a les bagages au-dessus. Donc, c'est difficile de les sortir. Bon, ça a au moins le mérite d'exister. Vous pouvez mettre des choses sales. Vous pouvez mettre des choses qui puent, j'en sais rien. Un frunk, c'est vraiment très sympa sur une voiture électrique. Et c'est quand même un très bon point. Et vous voyez, ça, c'est le câble Volvo officiel. Et malheureusement, j'arrive pas à le plier correctement pour que ça rentre dans le frunk. C'est dommage, un câble un tout petit peu plus court, ça aurait presque tenu. Ah, ça y est, on est arrivé. Faut forcer, quoi. Bon, l'arrière est plutôt sympa. Moi, j'aime bien la petite signature lumineuse ici, spécifique à l'EX30. Je trouve que, voilà, avec ce petit béquet, il est assez racé. J'aime bien aussi les inscriptions Volvo ici. Il n'y a pas le nom du modèle, il est sur le côté. Petit essuie-glace.
Ça, c'est une rareté sur les SUV modernes. En plus, là, dans des temps comme ça, vraiment, on le bénit. Alors, pour ouvrir le coffre, regardez, petit coup de pied qui ne fonctionne pas. Il faut actionner le bouton. Alors, par contre, qui est très pratique, parce qu'il ne salit pas, il est vraiment en hauteur, donc plutôt pas mal. Alors, évidemment, ici, c'est pas un grand coffre. On est sur un petit SUV compact, 320 litres. Vous voyez qu'on a mis 2 valises et il est quasiment plein. Ça, c'est vrai que c'est un peu dommage si vous avez, par exemple, 2 enfants pour partir en vacances. Moi, je trouve que c'est quand même un petit peu juste. Vous avez bien sûr un sous-coffre. Vous pouvez mettre vos câbles dedans. Il y a quand même pas mal de place. Mais du coup, c'est un peu de la place perdue finalement. Moi, je préfère l'enlever et pouvoir mettre les valises à la verticale. Le Scénic est un petit peu mieux fichu à ce niveau-là. Mais c'est vrai que ici, voilà, on est sur un modèle assez court. On en paye aussi le prix en termes de stockage. Alors, il y a des petites choses amusantes. Comme ici, regardez, ils ont fait un dessin. Est-ce que ça va rentrer? Alors, vous avez une poussette, des bagages à main, un petit robot aussi, des clubs de golf. Vous avez aussi toutes les dimensions. Ça, c'est pratique pour moi. Ça m'évite de vous faire des petites fiches. Et puis, regardez ici. Il y a un petit élan, voilà, ça rappelle un peu les paysages suédois, même si cette voiture est faite en Chine. En tout cas, le clin d'œil est plutôt bon esprit. Alors parlons un peu des motorisations, parce que c'est un véritable atout sur cette EX30. Ici, sur notre version, entre guillemets, entrée de gamme, propulsion, on n'a que 2 roues motrices. On est déjà à 272 chevaux, 343 Nm de couple. Le 0 à 100 expédié en 5 secondes 3, 180 km/h de vitesse maximale, donc c'est vraiment pas mal. Et puis, on a encore mieux, les amis, la version 4x4 qui, elle, monte à 428 chevaux. Le 0 à 100 en 3 secondes 6, 543 Nm de couple. C'est un dragster, c'est même plus rapide qu'une Tesla Model 3 grande autonomie. Franchement, chapeau Volvo. Allez, petit 0 à 100 les amis. Ah ouais, ça envoie. On sent bien les presque 300 chevaux là. Vraiment pas mal du tout, une bonne poussée. Alors on a beau avoir Android Automotive avec des recherches de bornes très rapides, bah écoutez, là on est dans le centre de Clermont, il nous voit une PowerDot à 190 kW, sauf que en fait la borne, bah elle n'existe pas. Donc vraiment, de pas avoir des plans à jour comme ça, c'est assez casse-pied. Est-ce que c'est lié à Google? Est-ce que c'est lié à Volvo? Je ne le sais pas, mais en tout cas, moi il faut que je cherche une autre station. Bon, mauvaise nouvelle les amis, la deuxième borne est en rade. Non mais ça va se finir en autre boudin cette histoire. Là, cette nuit, on n'a pas pu charger à l'hôtel. On a cherché une première station qui n'existait pas, une deuxième qui est en panne. Et puis là, on va essayer d'aller charger chez Total, ce qui est souvent une expérience compliquée pour être poli. Donc vraiment, là, dans ces conditions, on n'a pas de Tesla. Donc on n'est jamais sûr que les bornes fonctionnent. On n'est jamais sûr que les bornes existent vraiment. Et c'est vrai qu'on peut se retrouver, là, on va perdre 1 heure. Bon, on a trouvé une borne. Les amis, ça devient la saga, là. Mais simplement, elle est prise par 2 voitures. Et j'espère qu'ils vont s'en aller d'ici quelques minutes parce que voilà, nous, il faut quand même qu'on charge. Donc là, c'est un peu notre dernier espoir. Bon, on a enfin trouvé une borne, regardez juste derrière moi. On est ici chez Noroto, donc c'est cool. Par contre, Noroto, il ferme les grilles. Donc là, pour rentrer ici, en fait, il a fallu faire tout le tour derrière. C'était vraiment mal indiqué. Donc vraiment, là, clairement, on a perdu 1 heure, carrément 1 heure complète pour recharger notre voiture électrique. Ça, c'est pas très normal quand même en 2024 dans une ville comme Clermont-Ferrand. Alors, la recharge de cette EX30 se passe à l'arrière gauche. Ça, c'est comme chez Tesla. C'est plutôt pas mal pour rentrer, par exemple, dans les superchargeurs. Vous voyez que c'est tout manuel, il y a 2 petits bitonneaux à enlever. Bon, encore, c'est pas si grave que ça. Et puis ici, on charge assez vite, entre 130 et 150 kW là pour la grosse batterie. On a une courbe de charge qui est plutôt pas mal. Je vous la mettrai. Donc, c'est une voiture qui recharge vite. On nous annonce le 10-80% en 26 minutes, mais nous, on était quand même plutôt autour des 30 la plupart du temps. Alors, le bon point, c'est que ici, sur notre version Ultra, bon, qui est quand même la plus chère, on a le chargeur 22 kW en courant alternatif. Ça, sur les petites bornes de village, ça permet de recharger intégralement la voiture en 3 heures. Donc, vous allez au resto, vous remettez la moitié. Ça, c'est vraiment très cool. Sinon, ce sera du 11 kW, ce qui reste relativement rapide. Et puis à la maison, comme la batterie n'est pas si grosse que ça, finalement, vous pouvez la charger tout simplement avec une prise électrique, avec un bon chargeur de 16 ampères. Je vous mettrai un lien dans la description. Donc ça vous évite de faire installer une wallbox qui coûte 1 millier d'euros, puisque là, en fait, un petit chargeur, tout simplement, suffit. Donc je vous montre le petit chargeur domestique de Volvo qui est pas très gros. Par contre, regardez, c'est que du 8 ampères, donc c'est pas très intéressant. Je vous mettrai un petit lien vers un chargeur beaucoup plus rapide. Alors la batterie, elle n'est pas si grosse que ça. Elle fait 69 kWh brut, 64 net. Vous voyez qu'on est un peu entre une Tesla de base et une Tesla grande autonomie, ce qui nous donne 476 km WLTP sur notre version ici propulsion avec la grosse batterie. On est à 450 km avec la version 4 roues motrices, mais en pratique sur autoroute vous allez faire un peu moins de 300 km avec notre modèle qui a la plus grande autonomie. Donc vous allez recharger à peu près tous les 250 km si vous chargez à 80%. Et puis il y a une version avec une petite batterie de 51 kWh qui est pas chère, qui est très intéressante si vous faites beaucoup de villes, mais là par contre sur les grands trajets ce sera plus compliqué. Elle est à 337 km WLTP et puis on va être en gros autour de 200 km sur autoroute, donc c'est pas forcément terrible. Un mot quand même sur les consommations qui ont été très variables suivant les journalistes qui ont essayé la voiture. Il y en a qui étaient à 30 kWh au 100. Nous on était, on va dire, entre 20 et 22, ça dépendait un petit peu de la température, mais là il faisait bon quand même la plupart du temps, donc ça nous permet de faire jusqu'à 300 km sur autoroute, mais c'est vrai que souvent on va être quand même un petit peu en dessous, plutôt autour de 270-260. Allez, premier test d'autonomie, on part ici de Lausanne, on va à Nîmes, 465 km, donc il nous dit à peu près 5 heures, on s'arrêterait que 2 fois, un petit peu plus de 10 minutes, donc
donc 25 minutes en tout. Et puis regardez, il nous fait charger à 65%. Bon, au moins c'est un Ionity. Donc on va voir un petit peu ce qu'il en est. Je vais le laisser travailler. En principe, il est pas trop mauvais chez Google, mais on va voir un petit peu. Évidemment, ça dépend de l'adaptation de chaque constructeur. Vous voyez qu'on peut filtrer là avec le système Volvo par exemple. Donc ça c'est plutôt pas mal. Plug surfing, etc. Il y a quasiment tout. Bon, ça c'est du Google, on va dire assez classique. Mais par contre, on peut pas définir des pourcentages à l'arrivée aux bornes aussi. Donc ça c'est quand même un petit peu dommage. Alors regardez, on a fait 100 km exactement, moins de 20 kWh au 100, mais on n'est pas allé très vite. On a mis 1h49, il y avait beaucoup de bouchons. Il fait 20 degrés aussi. Allez, nouveau test d'autonomie, cette fois à 110, 130, je suis chargé à 100%. Je fais mon petit test habituel entre Annecy et Montélimar, donc des zones 110, mais quand même pas mal de zones à 130 aussi. On va arriver avec 16% de nous dit le planificateur. Il fait plutôt beau, il fait plutôt bon. Allez, on va voir combien on consomme. Alors regardez, petit point conso, on a fait à peu près 100 km, 21,5 kWh au 100, donc c'est correct, mais il fait assez chaud comme vous pouvez le voir, 20 degrés. Et puis ici on a consommé donc 30% de la batterie, ce qui veut dire en gros qu'on pourrait faire à peu près 300 km sur autoroute. Regardez, j'ai quand même roulé à 116 de moyenne. Allez, on a fait 250 km, il reste 25% de batterie, donc on peut se dire on peut faire les 300 km avec cette voiture, sachant qu'il y a eu quand même des ralentissements et tout, mais j'étais sur des zones 110, 130 assez souvent. Vous voyez qu'on a mis 2h40, donc sur 250 km, on va dire que ça va, c'est pas encore une trop mauvaise moyenne, surtout là un jour de départ. Et puis ce qu'il faut voir, c'est la conso qui est sous les 20 kWh au 100, donc plutôt pas mal, mais il fait quand même 25 degrés, donc c'est les conditions idéales. À tester maintenant sur du 130 stabilisé, en hiver aussi, donc je vais essayer de vous faire du 130 stabilisé si j'y arrive, mais en tout cas on peut faire quand même 300 vrais kilomètres avec cette voiture sur autoroute. T'as vu Didier qu'il y a un compteur solaire ici? Ouais, il voit la puissance, tu vois, ici, qui est cumulée sur la borne. Là on est à 4900 watts, c'est pas mal. Bon, bonne nouvelle, on a chargé très très vite. Regardez, on était à 25%, mais on a mis 80% et tout ça en, on va dire, moins de 25 minutes. Donc c'est vraiment super. Donc quand on n'a pas une batterie trop grosse comme ici, de pouvoir charger vite, c'est un atout majeur. Alors nouveau test d'autonomie, on a chargé à 80%. Là, on a mis une borne, on devrait arriver à 4%. Voilà, a priori, on va faire à peu près 220, 230 km. Là, on est vers le Salagou pour ceux qui connaissent. Donc l'autoroute, elle monte, elle descend pas mal. Alors là, on a chargé à 80%, on a fait 226 km, il nous reste 5%. Donc voilà, 220 km d'autoroute, on peut les faire à peu près avec 80%. On a fait du 20,9 kWh au 100, donc voilà, Sylvia a bien consommé. Alors sur autoroute, c'est une voiture qui est très agréable. Déjà, je sais pas si vous entendez, elle est relativement silencieuse, même si de temps en temps il y a des petits bruits d'air, mais globalement c'est vrai qu'on se sent très bien, on peut discuter là sans parler trop fort. En plus, on est hyper bien installé. Là, j'ai pas eu mal au dos pendant des milliers de kilomètres. Les sièges sont en fait ni durs ni mous. Ils sont vraiment très sympas. L'appui-tête est à bonne distance. On a aussi l'accoudoir. Alors, il est pas réglable, mais honnêtement, je trouve qu'il est juste bien positionné. On a une belle visibilité dans les rétroviseurs ici, même sur les côtés. On a beaucoup ici de visibilité devant, puisqu'on n'a pas d'afficheur tête haute, on n'a pas d'instrumentation, donc on voit très très bien la route. On a aussi une très belle barre de son ici. Donc, le son est vraiment sympa, sauf pour les voix, je trouve. Voilà, quand on a quelqu'un au téléphone, les médiums et tout, c'est pas forcément terrible. Et puis petit défaut aussi, c'est écrit, regardez, Harman Kardon là-bas, sauf que ça se reflète en permanence sur la vitre. Alors par contre, je suis pas très fan de l'ergonomie, notamment des écrans, puisque déjà je trouve que c'est écrit beaucoup trop petit ici. Vous voyez les panneaux, on voit aussi très très mal la capacité de la batterie. Il faut vraiment avoir les yeux dessus. En plus, c'est pas vraiment assez proche du conducteur, c'est-à-dire que moi je regarde la route, je suis obligé de détourner mon regard en permanence. Du coup, j'ai la petite alerte ici qui se déclenche, donc ça c'est pas très pratique. Un autre truc que j'aime pas trop, on a pas mal d'alertes. On a les alertes de survitesse. Là, il voit le panneau 70 qui est en dehors de l'autoroute, des fois il le lit ici, donc c'est assez casse-pied, il vous met des petites alertes. Donc je me suis fait un raccourci ici sur le volant, là pour les désactiver tout simplement. On a aussi les alertes d'inattention, donc là vous avez des petits capteurs qui vous regardent en permanence, mais comme vous avez seulement cet écran, en fait vous avez tout le temps les yeux rivés sur cet écran. Plus regardez, il est assez décalé, donc quand vous voulez regarder la vitesse, la lecture de panneaux, vous détournez souvent le regard, donc lui il va se mettre à biper. Et lui, pour l'empêcher de biper, donc pour désactiver les alertes, il faut aller regarder là dans paramètres, je suis déjà à 2 clics, là je vais dans conduite. En plus regardez, il faut que je reste attentif. Ensuite ici, afficher tout. Et ensuite là, il faut que je désactive ici l'alerte de vigilance du conducteur. Franchement, là, je suis plus du tout vigilant, hein, c'est clair. Dernier point, c'est la climatisation. Regardez, là, je veux juste changer la température. Je suis obligé d'aller dans un sous-menu. Donc encore ici, de baisser les yeux, d'enlever les yeux de la route. Si je veux régler la vitesse de la climatisation ou regarder par exemple... Voilà, régler un petit peu les flux. Alors là encore, je ne vois plus la carte, donc c'est pas très pratique. Et puis il faut encore que j'aille aussi dans un sous-menu. Donc vraiment tout ça mis bout à bout, je trouve que c'est assez casse-pied au quotidien. La bonne nouvelle, c'est qu'ils pourraient le modifier par mise à jour. Est-ce qu'ils vont le faire? Je suis pas sûr, parce que ça c'est quand même, voilà, c'est du gros, hein, c'est du lourd, et en général ça vous l'avez jamais. Mais bon,
on sait jamais. Alors la conduite autonome, je dirais qu'en apparence elle a l'air bien. C'est-à-dire si vous la testez une matinée comme pas mal de journalistes l'ont fait, ils se disent tiens c'est d'un bon niveau, on a le volant capacity, c'est-à-dire qu'on n'a pas de bip bip, on a quand même un véhicule qui tient bien les lignes, on a un assistant de changement de voie. Vous voyez ici si je mets le clignotant, je peux aller dépasser la voiture avec un petit assistant. Alors évidemment il faut laisser les mains sur le volant. Donc on se dit voilà, on est quand même sur un niveau un petit peu avancé, c'est pas la conduite autonome d'il y a 3-4 ans. Sauf qu'en pratique, c'est pas tout à fait ça. Déjà, on a une voiture qui des fois se déporte dans les virages, qui voilà, petit à petit glisse sur la file d'à côté sans trop vous prévenir. Quand il y a des virages un petit peu trop forts, il se déconnecte sans rien vous dire. On a aussi les boutons qui sont pas très réactifs. Par exemple, ici, si j'appuie, regardez sur le moins, ça marche une fois sur 3. Parce qu'en fait, il faut appuyer bien au centre, bien fort. Et puis, il faut pas appuyer trop vite. Si vous appuyez plusieurs fois de suite, ça marche pas bien. Alors que là, on veut changer effectivement de vitesse assez rapidement. En plus, on n'a pas la vitesse adaptative en fonction des panneaux. Mais quelque part, les panneaux sont mal lus. Donc, on se dit, c'est pas si grave l'un dans l'autre. Mais on aimerait au moins que ça fonctionne. Donc, en fait, au quotidien, c'est assez casse-pied. Ça me rappelle un petit peu la MG4 où des fois, voilà, si vous étiez pas attentif, il peut vous envoyer dans le décor sans rien vous dire. Mais je trouve que quand même, Volvo, ça a toujours été la marque de la sécurité routière, et là on n'est pas du tout au niveau des Allemands, de Audi, de BMW, de Mercedes, donc je dirais vraiment un petit 7 sur 10 quoi. Alors, regardez les amis, 50 pour les camions, 80 pour les voitures, et lui il va nous lire, attention, 50. Non mais c'est quand même incroyable, il ne sait pas différencier les panneaux des camions pour les voitures. Regardez, petit panneau 110. Donc je me dis tiens il va adapter la vitesse, pas du tout. Regardez là il vient de me déconnecter. En plus la conduite autonome. Donc en fait on a le combo que je déteste ici, c'est-à-dire qu'il garde la vitesse et puis si je veux la baisser, regardez j'appuie et en fait ça réagit pas bien. C'est-à-dire que pour arriver à 110 là je suis obligé d'appuyer plein de fois. Il faut pas appuyer trop vite sinon votre clic est pas pris en considération. Alors là il voulait qu'on s'arrête autour de 40% de batterie, ce qui est quand même un petit peu bizarre. La première fois il nous a fait déjà nous arrêter autour de 60%. Donc moi je trouve ce planificateur, oui il a les bornes, oui il vous fait des trajets, mais par contre il est pas du tout optimisé. Je vous rappelle que pour une voiture électrique, il vaut mieux se charger autour de 10% jusqu'à 80% et pas de faire des arrêts entre 40% et 80 ou entre 60 et 80. Là, on perd vraiment du temps. Alors regardez, là on est en conduite autonome avec le X30. On a un virage un petit peu costaud. Regardez, elle me met carrément sur la ligne de droite, là maintenant à gauche. C'est vraiment un scandale cette voiture. Il faut être vraiment attentif parce que c'est pas du tout fiable. Alors regardez le bug magnifique. Donc là j'ai mon trajet sur Google Maps. Je lance Waze. Donc Waze se lance, il faut un petit moment. Donc voilà, il met la carto. Regardez, je reviens sur l'écran principal et hop, voilà, ça a disparu. J'ai plus de trajet. C'est quand même complètement fou ça. Et ça arrive, on va dire, très très souvent quand Waze n'est pas lancé en gros. Et là on est en conduite semi-autonome. La voiture est complètement déportée à gauche. Donc c'est vraiment casse-pied, il faut vraiment être très très attentif quand même. Alors ce bac, je vous avais dit, il est pas très pratique. Puis regardez, en fait là, les bouteilles elles sortent quand même assez facilement. Donc là j'ai freiné, la bouteille est venue se coincer sous la pédale. Donc vraiment faut faire attention, je trouve qu'il est, en fait il est trop droit et il devrait remonter un petit peu plus là-bas. Alors regardez, là on roule de nuit et un truc assez étonnant, ici le miroir il a pas de lumière, il a pas de lumière non plus à ma droite. Ok, ils ont fait des petites économies, il n'y a pas non plus les feux Matrix LED. Aujourd'hui voilà, d'avoir un simple changement entre feu de route et puis feu de croisement, on est quand même sur un SUV premium, entre 40 50 000 euros francs suisses. On est censé avoir des fonctionnalités comme ça fait quand même un petit peu économique quoi. Allez, petit 0 à 100 les amis. Et ça envoie pas mal. Et il y a un truc que j'adore, c'est comme chez Tesla en fait, vous donnez un petit coup ici, hop, et il active la conduite autonome. Donc ça c'est vraiment cool, ça évite d'appuyer ici sur tous les boutons. Là, voilà, il vous met à la vitesse où vous êtes, c'est vraiment très sympa. Alors sur les petites routes, c'est vrai que d'avoir presque 300 chevaux, regardez, on peut attaquer gentiment. Alors oui, il y a un petit peu de roulis, c'est pas typé sport, mais regardez, ça va, ça s'écrase pas trop non plus. Je trouve que le SP s'enclenche juste quand il faut. On a aussi un bon freinage, il est relativement mordant. En fait, c'est ce qu'on attend d'une Volvo. Moi, je retrouve assez le feeling du XC40, sauf la partie régénération. Je trouve que la voiture mériterait de régénérer un petit peu plus. Peut-être que c'est un réglage qu'ils pourront nous rajouter à l'avenir. Après, c'est assez confortable globalement. Les ralentisseurs, voilà, toutes les petites bosses, là, regardez, on les sent quasiment pas. Moi, j'aurais aimé peut-être un volant, voilà, un peu plus consistant. Mais dans l'ensemble, c'est une voiture qui est très plaisante, qui est à la fois confortable pour les familles et puis on peut se faire plaisir, on peut doubler en toute sécurité. Finalement, c'est ce qu'on attend d'une Volvo. Bon, sur les petites routes de montagne comme ici, sur le col des Montets, honnêtement, ça donne envie d'envoyer. On a presque 300 chevaux voilà, sur le train arrière, donc c'est vraiment très agréable. En plus, on se fait jamais peur puisque effectivement, regardez là, je veux doubler de façon sécurisée, il n'y a aucun souci.
Alors on n'a pas trop de roulis, regardez, même si je prends un virage, alors oui c'est vrai, ça se couche un petit peu, ça reste un SUV, mais je trouve qu'ils ont réussi à trouver le bon compromis entre confort et on va pas dire sportivité, mais un petit peu de dynamisme quand même. Donc la voiture se comporte très très bien, elle est très agréable vraiment en montagne, moi j'adore les voitures électriques. Par contre regardez ici, j'ai relâché le pied là, mais je vais être obligé de freiner quand même puisque la régénération est pas assez forte. Je peux pas me passer du frein en montagne, c'est dommage parce que du coup on use les plaquettes un peu pour rien, on régénère pas la batterie. Donc là moi j'aurais vraiment aimé qu'ils durcissent un petit peu la régénération. Alors je sais pas si ça pourrait être ajouté après coup, en général c'est pas le cas parce que c'est très hardware tout ça. Alors en ville c'est un véhicule qui est assez agréable, on a une bonne visibilité sur les côtés à l'arrière, très confortable aussi, vraiment des suspensions très agréables. En plus on est sur un petit gabarit, donc pour se garer elle braque relativement bien, même là dans les petites ruelles de Clermont-Ferrand. Attention par contre, c'est une voiture qui est assez large, hein, plus de 2 mètres avec les rétros, donc dans les petits parkings c'est pas toujours évident. On a aussi une bonne garde au sol, là on a pu en profiter largement. Un truc un peu bizarre par contre, c'est la one pédale. Regardez, mettons ici, là, je veux laisser passer les piétons, je relâche la pédale. Regardez, la voiture continue. En fait, on n'a pas assez de régénération. Plus bizarre encore, si je mets la marche arrière, je n'ai plus de one pédale. Donc quand vous faites vos manœuvres en ville, vous avez tantôt la one pédale, tantôt vous l'avez pas. Donc ça manque un peu de cohérence. Plus la régénération pas terrible. Donc finalement, on utilise quand même beaucoup le frein. Allez, je vous emmène à l'intérieur de ce Volvo EX30. Alors regardez ici, on a réglé le siège pour Sylvia. Moi je suis 1m70, je suis vraiment pas grand. Et là, c'est un peu limite, même s'il est creusé, que là on n'a pas de aumônière ici. Donc voilà, on va dire qu'ils ont maximisé la place. Ici, j'ai quand même beaucoup d'espace. Là, et puis regardez, ici, on a quand même des sièges qui sont très confort, hein, ils sont relativement bien finis. On a ici, alors on n'a pas de tunnel central, ça c'est plutôt bien pour la place du milieu, qui est assez confortable puisque ici, on n'a pas non plus d'accoudoir, donc ça c'est vraiment une bonne idée. Les prises USB-C, elles sont sur la hauteur, plutôt pas mal. Les vitres aussi se lèvent ici, c'est plutôt pas mal. On a ce beau toit panoramique, en fait, on a une bonne sensation de lumière. Alors dernier point, il n'y a pas de trappe à ski, mais la banquette comme ça est fractionnable. 2 tiers, 1 tiers, donc on va dire que pour un petit SUV, ça va. Alors un truc qui est quand même dommage, c'est que regardez, il n'y a pas de bouche de clim. Donc là pour les enfants, ils ont assez chaud à l'arrière, il faut du temps avant que la ventilation arrive derrière. Donc à ce prix-là, on aurait quand même aimé des bouches de clim. Alors on passe au poste de conduite de ce Volvo EX30, alors qui a été un petit peu décrié, parce que certains trouvaient que les matériaux n'étaient pas à la hauteur de Volvo. Écoutez, moi je suis pas tout à fait d'accord, je trouve que c'est relativement sobre, ça présente bien, c'est assez bien fini dans l'ensemble, hein. Regardez ici, là, les plastiques, on a quand même de la mousse un peu partout, en haut, regardez par ici, là la petite barre de son. Ici c'est moussé également, ce revêtement bleu, moi je le trouve pas si mal au final. Cette poignée très design, très pratique surtout. Là aussi c'est moussé, regardez on a même un petit accoudoir ici, les contreportes là sont plutôt pas mal. Et puis c'est vrai que dans les parties basses, voilà, il y a du plastique dur, mais ça c'est le cas dans quasiment tous les véhicules maintenant. Il y a beaucoup de recyclage, donc c'est vrai que c'est des fois des matériaux qui plaisent pas trop. Mais je trouve que dans l'ensemble, même les fauteuils, ça présente quand même très très bien. Mais bien sûr j'attends votre avis dans les commentaires. Alors ce qui est cool, c'est qu'on a un siège électrique aussi, regardez, pour le passager. Par contre, un truc amusant, ici, il n'y a rien pour retenir ici les petits tapis de sol, alors que ça y est côté conducteur. Alors, regardez sur la finition plus, on a par contre un siège manuel. Alors l'intérieur fait assez dépouillé, hein. Il y en a qui aiment ou pas, mais ça rappelle beaucoup l'univers Tesla avec ce grand écran. On n'a pas de compteur hein, derrière le volant, on n'a pas d'afficheur tête haute non plus. On a quand même des boutons ici sur le volant, on va en reparler. Bien sûr, on a des vrais commodos pour les essuie-glaces, pour les phares, la commande de boîte, ça fait beaucoup penser à Tesla, à Mercedes, bien sûr. Ici, on n'a absolument rien, même pour régler les rétros, hein, tout se fait depuis l'écran, on va en reparler. On a quand même des boutons ici pour les vitres. Alors si vous voulez activer les vitres derrière, c'est le petit bouton rire ici comme chez Volkswagen. Bon, c'est pas forcément la meilleure des idées. Ça c'est pour fermer la voiture. Et puis on a aussi d'autres boutons là. Alors bon, ça on est habitué hein, pour les lampes, pour le SOS. Mais regardez, on a le dégivrage. Alors s'il y a bien un endroit où on s'attend pas à trouver ça, c'est plutôt ici. Mais c'est vrai que pour le reste, on n'a absolument aucun bouton. Moi j'aime bien. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Même si tout n'est pas parfait, on va le voir sur l'écran. Alors je vous montre aussi le volant ici. Alors déjà les petits commodos, regardez ça, c'est pour les essuie-glaces. Donc avant, arrière, faut bien jongler avec ça parce que le commodo est coupé en deux ici. Vous pouvez le tourner ici pour avoir la vitesse, le mode automatique. Après on a les phares, donc là classique, on pousse, on peut faire des appels de phare aussi ici. Là c'est la commande de boîte comme chez Tesla, donc P au bout et puis vous baissez pour avoir D et P pour remonter. Mais par contre des fois, regardez, je fais comme ça, voilà, drive, et puis des fois je mets la marche arrière et des fois ça marche pas. Donc ça dépend un petit peu de votre feeling si vous avez, je pense, poussé assez la commande. Mais c'est vrai que c'est désagréable d'avoir des boutons qui ne fonctionnent pas, surtout sur des choses importantes comme ça, quand vous êtes en train de vous garer en ville. Sur la partie droite, on a ici Google Assistant. Ici, on a le volume, là, pour changer de piste. Donc globalement, c'est très très simple à prendre en main et ça, moi, j'aime beaucoup. Alors je vous montre les espaces de rangement. Déjà il y en a beaucoup dans les portes, regardez, j'ai mis une grosse gourde ici. Bon, elle a tendance un peu à tomber, c'est vrai qu'on met des bouteilles là, il n'y a rien qui les retienne vraiment pour les coincer. Mais bon, c'est quand même pas mal du tout. Ici regardez, on a pas mal d'espace. Alors regardez, on a un chargeur sans fil.
Mais en fait, on n'en a qu'un des deux qui charge, et c'est assez bizarre parce qu'on peut mettre quand même deux téléphones, donc c'est comme chez Tesla, moi j'aime beaucoup, en plus on voit ses notifications et tout, c'est quand même assez cool. Il faut bien voilà, l'appuyer comme ça pour pas qu'il valdingue sur le côté, donc ça c'est quelque chose à... Voilà, ici en fait il y a un petit élément là pour les retenir qui est quand même assez pratique. Là regardez, on a une petite zone, on peut poser des affaires mais on peut aussi l'ouvrir, donc moi j'ai rangé mon portefeuille, mes clés, en plus il y a des éléments là pour pas que ça se balade. On a deux prises USB-C. Donc on peut brancher ici ces câbles en charge rapide, c'est plutôt pas mal. Il y a même un passe-câble, vous voyez ici, si vous voulez mettre les téléphones au-dessus par exemple, donc vraiment bien. Et puis regardez, je vais vous montrer voilà, le petit rangement secret. Vous appuyez ici et vous avez comme ça un rangement qui se déploie, donc qui est assez large. Si vous tirez là, vous avez le double porte-gobelet, c'est quand même relativement bien pensé. Et puis regardez, vous pouvez avoir un rangement intermédiaire en fait comme ça. Donc si par exemple vous avez uniquement, alors là oui j'ai pas les, si je peux amener le porte-gobelet quand même, si vous voulez mettre qu'un seul gobelet, par exemple vous êtes tout seul et vous voulez profiter de l'espace ici, moi je trouve que c'est une très bonne idée. Alors là vous allez me dire mais tu m'as pas parlé de la boîte à gants. En fait la boîte à gants est un peu cachée, regardez, déjà il faut appuyer sur le bouton, ça c'est comme chez Tesla mais au moins il est toujours visible. Et puis là on peut mettre effectivement la carte grise, les papiers du véhicule, elle est pas immense c'est vrai, mais au moins elle est centrale, donc ça évite d'aller là-bas, par exemple pendant la conduite il y en a beaucoup qui font ça, donc c'est un petit peu moins risqué. Alors un truc que j'adore dans cette voiture, c'est qu'on n'est pas obligé d'allumer, d'éteindre la voiture. Vous rentrez dedans, vous asseyez sur le siège, vous avez la clé dans la poche, vous faites juste drive et la voiture est prête à partir. Donc ça, c'est plutôt bien. Après, il faut quand même appuyer sur mon petit bouton de raccourci, mais un clic suffit pour enlever, regardez ici, les alertes de survitesse qui arrivent sur l'écran ici. Voilà, vous voyez qu'il n'a pas marché encore le bouton. Donc là, c'est bien marqué désactivé, mais on a aussi une deuxième alerte qui est ici au niveau du volant, qui est en fait l'attention du conducteur. Alors, beaucoup de voitures ont ça maintenant, mais celle-là est particulièrement invasive. Et en fait, pour l'arrêter, il faut aller ici dans paramètres, dans conduite, ici vous descendez, vous faites afficher tout, là vous allez enlever l'alerte de vigilance du conducteur, donc bon là je l'avais déjà désactivé mais voilà là il faut la désactiver, donc ça fait quand même pas mal de clics ici. Un dernier point, regardez ici, si je suis ici, il me met bien que j'ai une conduite à un pied, regardez je viens de l'activer, je mets drive et la voiture part toute seule. Alors je ne comprends pas puisque là pendant tout notre essai on a eu la one pédale. Là, je me mets en arrière, elle part toute seule aussi. Donc ça, c'est pas de la one pedal, je suis désolé Volvo. Mais évidemment, c'est un bug puisque ça a fonctionné la plupart du temps. Mais voilà, vous êtes en train de faire vos manœuvres, vous savez pas si la voiture va avancer, pas avancer. Vraiment, Volvo, je trouve ça inadmissible en 2024 que ce soit aussi buggé. Alors quand Tesla a sorti son écran unique, central, tout le monde s'est dit « Ah, mais c'est pas dans le champ de vision, les compteurs, etc. C'est pas terrible. » Finalement, ça a été puisqu'en fait, les compteurs, ils sont ici chez Tesla. Et puis, l'écran, il est quand même voilà, à moitié vers le conducteur. Donc ça va. Ici, on a un écran très droit, très central. Et puis, regardez, la vitesse, elle est au centre ici, donc elle n'est pas du tout dans mon champ de vision. Donc il faut souvent que j'aille regarder ici la vitesse. Et puis regardez, c'est écrit tout petit. Les panneaux, on les voit pas très bien. Là, l'autonomie, c'est vraiment minuscule. Même les commandes de boîte, c'est pas très gros. Regardez ici, la consommation, c'est vraiment écrit tout petit également. Donc je trouve que pour la conduite, c'est pas très optimisé. Et en plus, ça fait un peu bricolé, puisque regardez la température, l'heure qu'on cherche souvent en haut à droite ou tout en haut à gauche, en fait, elle est un peu au milieu. On a l'impression que ça c'est CarPlay, mais non, pas du tout en fait. Ici, ça c'est juste l'écran natif de cartographie. Alors, je vous montre la finition plus grâce à Lauriane, merci beaucoup. Alors, regardez ici, on n'a pas la caméra 360, on a uniquement ici la vue arrière. D'ailleurs, il y a aucune autre caméra là. Non. Alors, on va voir déjà s'il repère les places. Là, il est censé voir les places, il les voit pas. Ah, ça y est. Donc là, en principe, voilà, ok, parking. Bon là, les places sont bien marquées, donc il devrait s'en sortir. Faut pas qu'il vous abîme la vôtre. Ce serait con. Est-ce qu'il voit bien le mur? Elle est pas mal, hein? J'ai rien touché. Bon, on est garé. Nickel. Mission réussie. Je vous montre la caméra 3D qui est vraiment pas mal. Déjà, elle est sur 2 étages. On a la vue principale, on a la vue de dessus. Donc, très pratique ici, par exemple, sur les petits chemins pour pas tomber à l'eau, par exemple. Et puis, regardez ici, on a plusieurs vues. Donc, plusieurs caméras, avant, arrière, gauche, droite. Vous voyez un petit peu mieux vos jantes. Vous avez aussi une vue 3D. Alors, regardez, la vue 3D, elle est assez cool, elle est assez bien faite. Bon, on n'a pas exactement la bonne couleur de la voiture, mais on voit aussi sous la voiture, vous voyez, quand on recule ici, et si je remets la vue 3D qui s'est en allée, évidemment, on voit les petits feux et tout qui s'allument, donc c'est quand même assez bien fini. On voit les roues aussi qui tournent, on peut changer l'angle également, donc vraiment pas mal, assez complet, digne en fait d'un SUV premium finalement. Alors on va détailler un peu ce système, mais c'est vrai que de façon générale, je trouve qu'il manque d'ergonomie. Alors on l'a vu sur l'instrumentation, regardez d'ailleurs comme c'est écrit petit là-haut, et puis regardez ici, on a l'impression qu'ils ont collé une espèce de CarPlay, je vous le disais, puisque l'heure là elle est toute petite, la température on s'attend à les trouver en haut, en fait c'est des données quand même assez importantes comme la 4G, ça n'a pas besoin d'encombrer de l'espace ici. Alors après on a de la partie cartographie, donc là qui est très bien, qui occupe une bonne partie de l'espace, qui est toujours affichée, donc ça c'est vraiment pas mal du tout, on va y revenir. Par contre là,
on a une zone de widget que moi j'utilise quasiment pas. Alors c'est cool de pouvoir gérer la radio quand la radio est lancée, mais là par exemple moi j'écoute pas la radio, je m'en fiche du widget de radio. Même chose pour le widget du téléphone, bon super, je peux accéder à mon smartphone, mais finalement si je passe pas des appels etc, ça me sert pas à grand chose. Ici on a aussi des widgets qui pourraient être pratiques pour mettre des raccourcis. Bon là vous voyez on peut appeler l'assistant, on peut ouvrir le coffre, la boîte à gants, mais moi j'aimerais pouvoir mettre par exemple les alertes de survitesse, j'aimerais pouvoir laisser des applications ici, là c'est les dernières applications qui sont lancées. Donc tout ça n'est pas très personnalisable, peut-être que ça va venir. Dernier point que j'aime pas trop sur cette voiture, alors il y a des choses bien faites, on va y revenir, mais par exemple pour la climatisation, vous n'avez pas juste un bouton pour changer la température, non, il faut aller dans un sous-menu pour ici mettre les sièges chauffants, volant chauffant, changer la température, la synchronisation. Et si vous voulez gérer les flux, regardez, c'est même pas dans ce menu, c'est encore dans un autre menu qui est ici. Donc on peut gérer ici les flux d'air, on a aussi tout ce qui est qualité de l'air, vous voyez qu'ici on est pas mal à Chamonix, et puis la programmation de la climatisation, alors que là en fait on s'attendrait à pouvoir changer la température, mettre les sièges chauffants, etc. Profiter en fait de cet espace en hauteur, hein, typique de ces écrans, un peu comme sur la Honda Anyone. Bon, on est dans un Android automotive avec tous les services Google, vous voyez, Waze, YouTube, etc. Donc ça, c'est plutôt cool. On va commencer par parler de Google Maps, qui a un planificateur d'itinéraire intégré. Donc ça, très utile dans une voiture électrique. Sauf que ici, on a un petit peu la version 1.0 du planificateur. Regardez, j'ai mis un petit trajet, par exemple, pour aller à Marseille. Donc là, il me met un arrêt chez Engie à 32%. Alors je sais que je peux optimiser, je pourrais arriver autour de 15%. Mais vous pouvez pas lui dire, je vais arriver à 15% aux bornes. Et puis regardez, là, on a un autre arrêt à PowerDot. Alors en plus, des fois, il me fait sortir de l'autoroute, donc vraiment pas idéal. Et là à 54%, donc charger à 54% n'a aucun intérêt, autant continuer et puis aller charger ici. Surtout que Marseille, là j'arrive à 10%, donc je suis même pas sûr que ce sera vraiment 10%, ce sera peut-être 8%, donc ça risque de faire un peu juste. Moi j'aimerais pouvoir lui dire bah arrive à 50%, ça c'est pas possible. Ce qu'ont fait d'autres constructeurs hein, qui sont capables de le faire ici, notamment chez Renault, donc en utilisant aussi le système de Google, sauf que là il n'est pas très personnalisé, il n'est pas très optimisé. Alors vous pouvez quand même, regardez, filtrer les bornes. Par exemple là j'ai un abonnement Ionity, je veux du Ionity en priorité. Regardez ici, mais là même chose, il met toujours 47%, 27%, etc. Donc vraiment je le trouve pas idéal et il y a des fois vraiment j'ai renoncé à l'utiliser, mais c'est dommage parce que lui il gère le préconditionnement de la batterie. Alors je dirais que l'alternative c'est de chercher les bornes ici directement depuis le système. Donc là vous avez les Ionity, vous les affiche, donc il va vous mettre le préconditionnement, mais c'est quand même casse-pied de faire ça à la main alors qu'on a un planificateur, mais là vraiment il n'est pas du tout optimisé. Bon alors évidemment l'intérêt d'un Android automotive c'est que les interfaces sont très réactives, le système est relativement clair, même si là il n'a pas été ultra optimisé, mais je trouve l'interface est vraiment très sympa et surtout on sait exactement où sont les fonctionnalités. Vous voyez ici, donc on est sur la page d'accueil, si on rappuie ici, on a la carte en plus grand, mais je vois pas trop l'intérêt. Moi j'aurais aimé surtout pouvoir personnaliser cette zone ici. Donc là on a, je vous le disais, nos petits raccourcis. En fait toutes les applications elles se trouvent ici, donc on peut en télécharger sur le Play Store, j'y reviendrai juste après. Là on a tout ce qui est volume sonore, donc voilà c'est pas mal, vous pouvez régler aussi par différents appareils. Bon la clim je voulais un petit peu détailler ici, je voulais juste vous montrer la programmation, donc ça c'est plutôt pas mal. Vous pouvez donc préconditionner la voiture voilà tous les matins par exemple. Là si vous habitez à la montagne c'est quand même pas mal. Vous pouvez aussi voilà, avoir la clim en stationnement, c'est un petit peu un mode camping comme chez Tesla, donc ça c'est aussi très très pratique. Et puis les fonctionnalités liées à la voiture sont toutes ici, donc ça c'est un peu comme chez Tesla, comme chez Volvo, Polestar, etc. En général. Et donc ici on a des raccourcis, vous pouvez par exemple rabattre les rétroviseurs, régler les rétroviseurs. Vous avez aussi la conduite à un pied que vous pouvez activer, désactiver en un clic. Le changement de fil par exemple, ouvrir la boîte à gants, le coffre. Donc ça c'est assez cool, mais pareil, vous voyez. Là j'ouvre le coffre, mais si je laisse appuyer, je peux pas le personnaliser, donc ça c'est un petit peu dommage. Ici on a tout ce qui est statut de voiture, donc c'est le seul endroit d'ailleurs où on a, regardez ici, les informations sur le trajet. Donc d'ailleurs on peut regarder que sur nos 2000 km on a fait du 21 kWh au 100, ce qui est plutôt pas mal, bon à du 70 de moyenne. Là on a un trajet qu'on peut aussi réinitialiser. Vous voyez ici, soit automatiquement à chaque recharge, soit à chaque trajet. Donc ça, c'est un petit peu à vous de voir. Puis ça, c'est un petit peu quand vous voulez. Bon, là, je l'ai mis au début de notre essai. Vous avez aussi des petites courbes. Donc c'est plutôt pas mal fait, je dirais. Ici, vous avez des mises à jour logicielles. Bon, là, il est à jour, mais malheureusement, on m'a dit qu'il fallait aller souvent en concession pour mettre à jour quand même le système. En tout cas, là, 1.3, il y a beaucoup de gens là qui sont allés le mettre à jour. 1.3.1, vous voyez que j'ai vraiment la dernière version. Hein. Donc tous les bugs dont je vous parle et je vous ai parlé sont vraiment avec la dernière version du software ici.
Et puis là, on a tous les paramètres. Donc, on va y revenir un petit peu sur certains en détail. Mais c'est assez clair. Globalement, quand on cherche des infos de commande, de conduite, de son, de connectivité, on sait exactement où aller ici. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors, on va parler des applications. Donc là, il y a les applications de la voiture qui sont installées par défaut. Il y a les applications de Google, Maps, voilà, l'assistant, etc., le Play Store. Il y a des applications qu'on peut télécharger. Donc, par exemple, Waze ici. Donc, c'est un vrai Waze, hein, il est bien réactif et tout. Il est assez cool. Il peut marcher avec Google Maps, mais vous l'avez vu pendant la conduite, souvent, il s'interfère un petit peu les deux. Il désactive l'autre. Et on peut pas les mettre les deux vraiment à côté. Donc ça, c'est pas forcément terrible. On a aussi des jeux. Beach Buggy Racing, regardez, bon ça c'est assez connu. Alors par contre ça se joue avec l'écran tactile, vous voyez, c'est quand même pas très pratique. Ici, bon là en plus je suis à une main, mais bon voilà, c'est pas mal, il y a quand même une bonne petite surface d'affichage, même si c'est pas idéal, hein, je vous le dis, sur ces écrans verticaux. Mais je trouve ça assez cool d'avoir des jeux quand même. On a YouTube, regardez par exemple, je vous mets ma dernière vidéo du test des iPads, allez la voir si c'est pas le cas, mais vous voyez vraiment la surface c'est pas énorme, mais ça permet d'avoir le son dans toute la voiture, enfin c'est quand même assez cool. Et puis c'est assez réactif, hein, on peut vraiment browser ici. Donc après des applis, vous pouvez bien sûr en télécharger. Moi aussi j'ai pris Prime Video. Vous allez sur le Play Store. Alors le Play Store, il est quand même organisé par catégorie, mais en fait, moi je trouve que c'est quand même un petit peu le bordel, puisque regardez ici, là, quand vous mettez toutes les applications, alors c'est beaucoup des applications audio, un petit peu de la recherche de bornes aussi, il y a quelques jeux, mais c'est vrai qu'on en fait vite le tour, et puis c'est assez casse-pied, en fait, on voit pas tellement les nouveautés, il n'y a pas de travail vraiment éditorial qui a été fait là-dessus, et puis on a l'impression que c'est le Play Store un peu 1.0, hein, celui qu'on avait sur les premières Polestar. Là, c'est pas très mis en forme, ils mettent pas en valeur les applications qui ont été optimisées pour Volvo par exemple, donc voilà, c'est cool de l'avoir, c'est mieux que plein de voitures, donc faut pas exagérer non plus. Moi, je suis ravi d'avoir Waze, etc. Mais c'est vrai qu'il pourrait mieux faire et j'espère que ça va être un petit peu mis à jour. Bon, je vous montre maintenant certains réglages de la voiture. Déjà, ce menu de raccourci, je le trouve sympa parce que regardez, on a le coffre, la boîte à gants, les essuie-glaces, tout ce qui est phare ici aussi. Là, c'est voilà les petits éclairages d'ambiance, etc. Donc ça, c'est plutôt rigolo. Et puis ici, vous avez aussi le réglage des rétroviseurs. Donc regardez, par exemple, je peux régler le rétroviseur gauche. Ça se passe ici, en fait. J'ai les petites touches et regardez, hop, voilà, là, ça bouge comme ça. Et ça, c'est comme chez Tesla, en fait, ça évite d'avoir des boutons là-bas. Une fois que vous avez réglé vos rétros, bon, vous n'avez pas besoin de le faire trop souvent. En fait, ce que je trouve dommage, c'est que c'est bien d'avoir des raccourcis. Par exemple, la conduite à un pied, c'est assez cool. Le limiteur de vitesse, l'assistant au changement de fil. Mais il y a plein de choses que j'aimerais changer ici. Le changement de fil, une fois que je l'ai réglé, moi, c'est bon. La conduite à un pied, c'est pareil, je la veux tout le temps. Ici, j'aurais préféré, par exemple, l'alerte pour la détection d'attention. Mais ça, on peut pas le configurer. Donc ça, c'est un petit peu dommage quand même. Alors, je voulais vous montrer quelques réglages, notamment les réglages ici de conduite, alors qui sont quand même dans un sous-menu ici. Alors, c'est pas mal, on a quand même accès à pas mal de choses. Voilà, là si vous voulez que le régulateur ou aussi l'assistant dans le maintien de voie, l'aide au changement de fil et puis aussi la distance de sécurité, ça se remet à zéro, donc ça se remet comme ça à chaque démarrage, donc ça c'est assez casse-pied, faut aller dans ce menu à chaque fois. La one pedal, bon on peut la désactiver ou pas, mais moi j'ai vu que des fois elle s'active pas, quand vous êtes à l'arrêt, la voiture démarre toute seule, c'est un petit peu bizarre, c'est un peu le coup de chance, mais bon si vous voulez la forcer, vous pouvez retourner ici dans ce petit menu, vous pouvez régler la dureté de la direction, ça c'est plutôt pas mal, vous pouvez désactiver le SC, hein, c'est pas le cas dans tous les véhicules. On a même un contrôle de descente, très pratique dans les chemins montagneux. L'assistant changement de fil, donc ça c'est un truc pareil qui se désactive alors que le changement de fil j'aimerais l'avoir tout le temps, donc c'est assez bizarre, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Mais là en fait vous n'avez pas tous les réglages, il faut aller dans afficher tout et là vous avez tous les réglages. Donc il y a pas mal de choses, l'avertisseur de changement de fil. Bon, c'est des réglages en général un petit peu plus fins, mais par exemple l'assistance vigilance du conducteur, elle est accessible qu'ici. Donc là ça fait au moins 4 ou 5 clics depuis le volant quand vous êtes en train de conduire. Donc ça je trouve que c'est un petit peu rébarbatif et ça faut le désactiver effectivement à chaque fois. Après on a les alertes de collision, vous voyez que c'est quand même bien, c'est assez clair globalement, les alertes de trafic et tout, on peut quand même régler ça, mais c'est jamais forcément une bonne fois pour toutes, c'est un petit peu à la Walou, voilà, en fonction des paramètres, il y en a qui vont être actifs au démarrage, d'autres pas, d'autres qui vont se réinitialiser, et là on vous le dit jamais, donc on passe quand même son temps pendant la conduite à aller voir ici, il n'y a pas d'icône, hein, donc il faut vraiment lire les textes, c'est écrit petit, bon je trouve que ça pourrait être quand même amélioré. Alors je voulais vous montrer aussi le menu de commande, donc ici on avait tout ce qui était conduite, là c'est commande, alors c'est marrant parce que là c'est mode de conduite, en fait c'est plutôt des modes à l'arrêt, un mode lavage, un mode remorquage, un mode confort au stationnement, on peut éteindre la voiture, on se demande ce que ça fait ici dans les modes de conduite, ça c'est un petit peu bizarre. Après on a tout ce qui est éclairage, les phares automatiques, bon je vais pas détailler ici, mais vous voyez ici par exemple on a l'affichage de l'écran, mais pour nettoyer l'écran, aller dans éclairage et affichage, c'est quand même un petit peu bizarre. Là encore, ici on a tout ce qui est réglage, voilà, des rétroviseurs, des essuie-glaces, etc., les positions d'entretien. On a tout ce qui est verrouillage, alors ça je vous l'ai dit, hein, ça marche pas très bien, moi j'ai mis le verrouillage de proximité, mais des fois vous êtes devant la voiture, ça marche pas, et si vous l'enlevez, vous pouvez ouvrir la voiture que depuis la porte conducteur, c'est la seule qui a un capteur, ça c'est un petit peu bizarre. Il n'y a pas de sécurité enfant,
faut aussi passer par une petite clé là directement dans la porte. C'est mécanique comme à l'ancienne, donc quand même dans un véhicule à ce prix-là, c'est un petit peu bizarre. Bon, tout ce qui est voilà, rétroviseur rabattable automatiquement, je vais pas tout détailler. On a aussi le bouton personnalisable du volant. Donc là, vous pouvez mettre soit la one pedal, soit regardez l'affichage, soit ici l'avertisseur de limitation de vitesse, mais vous pouvez pas mettre par exemple l'attention du conducteur. Moi j'aurais bien aimé l'avoir par exemple, puisque là on l'a déjà un petit peu dans les menus de raccourci. Donc voilà, mais c'est bien déjà de l'avoir, ça c'est quand même un truc qui est vraiment très casse-pied. Après on peut ouvrir la boîte à gants, le coffre, bon ça je vous l'ai dit, hein, vous avez déjà des raccourcis aussi sur la page d'accueil. Bon, je vous montre rapidement, on a un menu de son, donc qui est plutôt pas mal. Voilà, on peut mettre effectivement le centrage un petit peu où on veut. Par contre, on peut pas le régler comme ça manuellement. On a aussi le surround, on a des égaliseurs, donc ça plaira à certains. Je vous montre aussi rapidement le menu de connectivité. Vous avez le Bluetooth, le Wi-Fi, la 5G aussi. Alors par contre, moi ce que j'aime pas, c'est qu'il bascule pas forcément automatiquement sur le Bluetooth quand vous écoutez des médias, etc. Faut souvent aller jongler dans ces menus pendant la conduite. Donc ça, c'est casse-pied. Moi, il me laisse tout le temps sur la radio alors que je veux écouter mon téléphone. Bon, ça, c'est un petit peu casse-pied quand même. Bon, je vous montre le menu de recharge, c'est quand même important dans une voiture électrique. Donc on peut régler le pourcentage de la batterie. Il vous donne, vous voyez, des petits indicateurs ici. On peut limiter la puissance de charge en courant alternatif. On peut aussi avoir de la programmation de charge. Là, j'ai mis par exemple pour les heures creuses. Mais par contre, on peut pas le faire, par exemple, pour le week-end. Enfin, on peut pas vraiment programmer ça très finement. Il y a des voitures qui le font aujourd'hui. Donc voilà, ça a le mérite d'exister, mais c'est assez basique quand même. Alors, je vous montre le menu profil. Donc ça, c'est là, vous pouvez mettre plusieurs profils, hein, vous, votre femme, votre mari, etc. Donc ici, je me suis créé, vous voyez, mon petit profil à moi, sur lequel j'ai associé mon compte Google. Donc ça, c'est vraiment très bien. Vous pouvez associer d'autres comptes si vous voulez. Et là, ça vous permet d'avoir tout l'historique en fait de votre navigation, vos favoris, etc. Donc vraiment très pratique. Vous avez aussi la gestion des clés. Donc ici, vous allez pouvoir associer les clés, les petites cartes aussi associées au véhicule, associer aussi l'application, vous connecter avec un petit QR code. Donc ça, c'est plutôt pas mal. En fait, moi, j'aime bien cette gestion des profils. Elle est vraiment très pratique sur cette voiture. Et si vous utilisez beaucoup Google, bah, vous bénéficiez évidemment de tous les services. Voilà, je termine rapidement. Ici, on a des réglages système, bon voilà, avec les unités, etc. Les mises à jour, voilà, il vous fait les mises à jour en OTA. Vous voyez que j'ai la dernière version. Vous pouvez aussi voir d'ailleurs quelle version vous avez, c'est ici. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, avec toutes les mises à jour, les dernières mises à jour qu'ils nous ont fait là avant de nous donner la voiture. Donc ça va pas empêcher les bugs, voilà, le stockage, les infos légales, etc. Ici, on a tout ce qui est préférence Google avec l'assistant. Donc voilà, ça c'est un petit peu du classique aussi. Vous pouvez gérer les mots de passe, l'activité. Bon, je vais pas rentrer dans les détails. La confidentialité, vous pouvez toujours gérer ça chez Google. Ça c'est très important si vous voulez pas qu'il ait votre position et tout. Donc ça peut être assez utile. Évidemment, c'est toujours pareil, est-ce que vous voulez partager les données ou pas. La position du véhicule, si jamais vous le faites voler et tout, ça peut être utile. Donc à vous de voir. Là, ça vaut pas le coup que je vous détaille tout ça, mais il faut savoir que ça existe. Alors je voulais juste vous revenir un petit peu rapidement sur l'assistant Google. Regardez, hey Google, mets la température à 22 degrés. D'accord, je règle la température. Bon, donc ça, il l'a bien fait ici. Vous le voyez. Moi, je vais vous arrêter la clim pour pas que ça fasse trop de bruit. Mais donc ça marche. Par contre, si on lui dit, hey Google, j'ai froid aux mains. Rétablissez-vous vite. N'hésitez pas à solliciter l'aide d'un médecin si vous pensez en avoir besoin. Voilà, donc là, il n'a pas compris que je voulais le volant chauffant. Ouvre la boîte à gants. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de bouton. Hein. D'accord. Le dernier épisode de Dans la boîte à gants, intitulé Épisode Croisillon 141 Hervé Poncharal. Voilà, donc il n'a pas compris. Ouvre le coffre. Excusez-moi, je ne peux pas contrôler. Il peut pas contrôler ça non plus. Par contre, après, c'est très agréable d'avoir l'assistant Google pour la météo, pour les questions de culture générale, etc. Donc c'est plutôt pas mal. On peut aussi lui faire un trajet, aller à Marseille. Le lieu, Marseille. Voilà. Donc là, ça marche relativement bien quand même. Quand vous êtes au volant, vous pouvez programmer votre itinéraire. Donc globalement, voilà, on va dire que ça marche, mais pour les petites fonctions de la voiture où on s'attend à ce que ça fonctionne et ça fonctionne chez les concurrents, bah là, c'est pas le cas. Alors pour conclure, bah, moi j'aime bien avoir Android Automotive. Il y a quand même pas mal d'applications. Il y a Waze, il y a un vrai planificateur d'itinéraire. Alors il y a des soucis d'ergonomie, il y a encore du boulot, voilà, pour les interactions, l'assistant Google, les réglages qui sont un petit peu mal placés, les raccourcis, les choses qui se remettent à zéro. Donc en fait, ça donne vraiment l'impression d'une voiture pas finie. On a l'impression d'être un peu en bêta-test ici. Et c'est vrai que c'est assez dommage parce qu'on se dit, voilà, il y a un vrai potentiel. Ils ont fait le choix de Android Automotive. Donc vraiment, ça pourrait être très bien. Mais là, on a un système un peu moyen et sur un véhicule qui se dit haut de gamme premium, bah, c'est vrai qu'on s'attend à quelque chose d'un petit peu plus abouti. Alors je vous montre rapidement l'application, bon, ça va aller vite. On voit ici le niveau de batterie mais pas le pourcentage. Le pourcentage, il faut aller le chercher ici. On voit d'ailleurs pas la puissance de charge, là je vous mettrai des images pendant que ça charge, ce qui est un peu limité. On peut limiter quand même la puissance de charge depuis l'application. On peut aussi faire un planning de charge. Mais vous voyez ici, il n'y a pas les jours de la semaine, rien du tout. Donc ça, c'est un petit peu casse-pied. C'est vraiment tous les jours de la même façon, même en semaine ou le week-end. On peut aussi ouvrir ou fermer la voiture. Donc vous voyez, déverrouiller, mais ça passe par le réseau. Donc c'est relativement long. Il n'y a pas vraiment
d'intérêt à utiliser l'application pour ça. Donc voilà, le petit menu de charge, et c'est à peu près tout. On peut pas voilà, à distance fermer les vitres par exemple, ouvrir le coffre. Enfin, il y a très peu de fonctionnalités. Il y a une petite localisation, mais on peut pas par exemple voilà, préparer un trajet. Regardez, l'itinéraire, il vous offre juste la possibilité de copier l'adresse ou de l'envoyer à Waze. Ici, bon, on a les infos de la batterie, de la voiture, donc c'est assez basique. Ici, on a un petit menu qui est quand même assez pratique puisqu'on a un journal de conduite. On peut voir tous ces trajets, etc. Donc c'est plutôt pas mal. Par contre, c'est vrai que c'est quand même relativement intrusif quand vous êtes en couple, par exemple. On sait exactement où sont allés tout le monde. Je vous montre les statistiques de la voiture, 20 kWh au 100 sur presque 5000 km. Donc on va dire que c'est raisonnable. On a aussi la mise à jour du logiciel. Bon, voilà, une application simple, un peu simpliste, mais je dirais qu'elle fait le taf. Vivement la clé sur smartphone qui n'est toujours pas proposée, je vous le rappelle. Faut-il acheter ce Volvo X30? Il est temps de conclure les amis, après plus de 2000 km en ville, sur autoroute, à la montagne. Est-ce que j'ai aimé cette voiture? Oui, je la trouve vraiment magnifique, très bien faite. C'est une bonne voiture électrique. Elle a un peu tout en fait, la One Pedal, le frunk, elle a beaucoup de puissance aussi. Elle a bien sûr Android Automotive, elle a une assez bonne autonomie. Donc finalement on se dit, quels défauts on peut trouver à ce Volvo X30? Bah vous les avez vus les défauts, en fait ils sont un petit peu partout. On a l'impression d'être bêta-testeur à tous les niveaux, aussi bien au niveau de la conduite autonome, du système. Des fois on enclenche une vitesse, elle passe pas. La clé aussi, on l'a vu, c'est un petit peu compliqué. Donc en fait, il va y avoir des correctifs, c'est sûr, mais à quelle échéance, on ne sait pas. Est-ce que ce sera d'ici 3 mois, 6 mois, 1 an? Des fois, on a attendu plus d'1 an chez Polestar pour avoir CarPlay sans fil, la clé sur smartphone. Donc c'est difficile de vous dire oui, là maintenant, c'est une super voiture. Non, ça pourra vraiment vous agacer au quotidien, en tout cas au moment où je fais mon essai. Mais c'est vrai que d'ici 1 an, ce sera peut-être un des meilleurs SUV premium de son segment, puisque la base, on va dire, est bonne. Mais c'est vrai qu'à ce niveau de prix, Volvo, quand même, vous auriez pu corriger les bugs, surtout avant de livrer cette voiture aux clients, parce que là, il y a déjà des clients. Voilà les amis, je vous rappelle qu'il y a un test aussi écrit, je vous ai mis tous les liens aussi pour les accessoires que j'utilise pour les voitures électriques. Bien sûr, je vous encourage à vous abonner, à prendre un abonnement VIP, vous êtes des milliers à le faire, ça soutient notre indépendance vis-à-vis des marques. Cette vidéo n'est pas sponsorisée comme toutes les autres bien sûr. Et puis abonnez-vous, cochez la petite clochette des notifications. Et puis nous on se retrouve très bientôt pour d'autres essais de voitures électriques. Ciao ciao.